bonjour à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir discuter de la santé connectée avec vous. Alors, la santé connectée, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la rencontre entre la santé et deux révolutions. La première, c'est la révolution du numérique avec Internet dans les années 90. Et la deuxième, c'est la révolution des nouvelles technologies avec l'apparition de l'iPhone en 2007. Et cette rencontre, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Si on regarde les App Store, on pouvait voir qu'en 2012, il y avait déjà 20 000 applications dédiées à la santé. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 000, c'est x5. Et en 2017, on en attend 4 millions, c'est x40. Pour ce qui est des objets connectés, ça marche aussi plutôt bien. Parmi les 212 milliards d'objets connectés qu'on attend d'ici 2020, eh bien, il y en aura 60% qui seront dédiés à la santé. Mais alors la santé, en fait, qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique et mental, et pas seulement l'absence de maladie. Pour moi, je préfère simplifier et diviser ça un petit peu en deux catégories. D'un côté, il y a la santé des gens qui vont bien, entre guillemets, et qu'il faut préserver. Et donc ça, c'est ce qui sera du domaine de la prévention et du quantified self. Et de l'autre côté, il y a la santé des gens qui vont un petit peu moins bien, des patients qu'il faut restaurer. Et ça, c'est tout ce qui a trait à la prise en charge médicale. Et j'ai rajouté la recherche, parce que sans la recherche, en fait, on ne saurait ni comment la préserver, cette santé, ni comment la restaurer. Alors, on commence par la santé des gens qui vont bien, avec le mouvement du Quantified Self. Donc, le Quantified Self, c'est la mesure continuelle du soi, par des capteurs corporels qui peuvent être externes, comme par exemple un bracelet pour prendre la tension artérielle, ou alors internes, qui peuvent être avalés ou implantés dans le corps. Et en fait, ils vont transmettre toutes les mesures directement au smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Des choses très classiques, comme par exemple le poids avec une balance connectée, ou alors la fréquence cardiaque. On peut mesurer des choses un peu moins classiques, comme par exemple combien est-ce que vous avez fait de pas pour venir jusqu'au Grand Palais, ou alors combien de calories vous avez ingérées, déconseillé le jour de Noël. Et puis, on peut aussi mesurer des choses qui sont moins classiques, qui avant en fait étaient réservées aux professionnels de la santé, comme par exemple la qualité du sommeil, où normalement il faut aller à l'hôpital, il faut dormir la nuit comme à la maison, avec la tête bardée de capteurs, alors que maintenant, vous pouvez dormir avec un bracelet dans votre lit et le matin, votre téléphone vous dit de façon objective comment est-ce que vous avez dormi. Alors pourquoi est-ce qu'on se mesure ? Eh bien, au début, c'était plutôt réservé au domaine de la fitness, où c'était les sportifs qui évaluaient leurs performances et qui essayaient de les améliorer. Aujourd'hui, c'est plutôt pour surveiller sa santé, pour essayer de l'améliorer ou tout simplement pour mieux se connaître. Peut-être parce que finalement, les chiffres de notre corps peuvent nous apporter des vérités sur nous-mêmes. Pour qui ? Pour tout le monde. Surtout quand on sait que si aujourd'hui, il y a seulement 50% de la population française qui possède un smartphone, demain, ce sera tout le monde. Pour la simple et bonne raison que bientôt, on ne pourra plus acheter un téléphone qui ne soit pas un smartphone. Oui, mais alors est-ce qu'il y en a ici qui ont une application de santé ou un objet médical ? D'accord ? Après un mois, est-ce que vous l'utilisez toujours ? Non, d'accord, voilà. Donc je vais éviter de demander après 6 mois. Et c'est un petit peu là le souci, c'est que les études ont montré qu'en moins de 6 mois, en fait, il y avait plus d'un tiers des utilisateurs qui laissaient tomber ces outils. Pourquoi ? Parce que si vous regardez cette publicité ici pour un objet connecté de la santé, elle vous dit « Check your health as easily as your email ». Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est pas parce que je check mes emails que j'y réponds. Et c'est un peu le problème de Quantified Self en fait, c'est que l'utilisateur est noyé sous tout un tas de données dont il ne sait pas quoi faire, un peu comme un big data personnel. Et au final, ça produit beaucoup plus de confusion que de clarté. Ce qu'il faut, à mon sens, pour que ces outils soient vraiment utiles à la médecine, c'est 3 choses. La première, c'est que ces données soient sélectionnées. Il faut qu'elles soient pertinentes. La deuxième, c'est qu'il faut que ces données soient contextualisées. Si vous avez une fréquence cardiaque qui est à 150, ce n'est pas du tout la même chose si vous venez de grimper 10 étages à pied, auquel cas c'est complètement normal, ou alors si vous êtes affalé dans votre canapé, auquel cas c'est pas du tout normal, il faut tout de suite aller consulter. Et puis la dernière chose, qui est sûrement la plus importante, c'est qu'il faut un accompagnement humain. Il faut qu'il y ait quelqu'un en fait, qui puisse transformer ces données en actions que l'utilisateur va pouvoir mettre en place pour modifier son comportement. Et si ces 3 éléments sont présents, alors on peut vraiment faire des choses super au niveau pour les malades en fait, au niveau de la santé des gens qui vont un petit peu moins bien. Donc la santé connectée, ça peut avoir des applications à peu près à tous les niveaux. Diagnostic, observance, télésanté, carnet de santé. Par exemple, l'observance, en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'échecs thérapeutiques qui sont simplement dus au fait que les patients ne prennent pas leurs médicaments. Maintenant, on a des piluliers connectés
où le petit boîtier en fait, peut émettre un signal lumineux ou sonore qui va rappeler à la personne de prendre son traitement. Ça nous permet aussi d'aller mesurer tout un tas de constantes chez les patients qui ont des maladies chroniques qui jusqu'à présent ne pouvaient être faites qu'en consultation. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est de pouvoir replacer le patient au centre du système de soins et de devenir vraiment acteur de sa santé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'empowerment du patient. Hop. Alors la recherche médicale, une petite slide parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis médecin et je travaille aussi dans une start-up qui s'appelle Adscientiam à la Pité-Salpêtrière et en fait qui teste et qui valide l'utilisation des smartphones et des objets connectés dans la recherche. Donc la santé connectée, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle nous donne un accès à ce qu'on appelle les données en vie réelle, c'est-à-dire des données qui vont être collectées de façon active ou passive par le smartphone ou les objets connectés et qui vont nous donner des renseignements sur les symptômes du patient, les effets indésirables de ces médicaments, sur le vécu de la maladie, sa qualité de vie. Et pour vous donner une petite idée, avant ces informations, comment est-ce qu'on les collectait ? Eh bien, c'était lors de consultations tous les mois ou tous les 6 mois. C'était sur des carnets papier qui étaient rarement remplis. Ou alors, plus récemment, c'était par des questionnaires en ligne qui étaient notifiés aux patients par des emails. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est pas parce qu'ils reçoivent un email qu'ils répondent aux questionnaires. Donc vraiment, au niveau de la recherche, c'est révolutionnaire. Ça va nous permettre de baser la recherche qui, quand même, arrive au final à la pratique médicale sur des données qui ne soient pas rétrospectives, qui ne soient pas imprécises et qui ne soient pas altérées en fait, par un biais de mémorisation. Donc la santé connectée, pleine de promesses, oui, mais comme toute bonne chose dans la vie, elle n'arrive pas sans soulever quelques questions et sans quelques limites. Moi, la première que j'aimerais soulever, c'est la santé connectée. Pourquoi ? Vers quelle humanité est-ce qu'on veut se diriger ? Alors, je vois 3 courants qui pourraient être plus ou moins inquiétants dans le futur. Le premier, c'est celui de l'hypocondrie, c'est-à-dire qu'on irait vers une hypermédicalisation de la société. Comme dirait Knock, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Ou alors une normopathie, c'est-à-dire une maladie de la norme, où tout le monde devrait en fait être conforme à des normes prédéfinies, et si vous ne respectez pas les normes, eh bien vous êtes exclu. Ou alors vers le transhumanisme, dont on entend beaucoup parler. Et donc là, ce serait un petit peu passé de l'incapacité à la supercapacité, avec que ce soit motrice ou intellectuelle, par exemple avec les exosquelettes, vers quelque part une robotisation de l'être humain, où quand vous avez votre voiture qui a un problème, il y a un petit voyant rouge qui clignote, là ça pourrait être pareil, le petit voyant rouge qui clignote, attention, allez vous imprimer un foie en 3D, le vôtre va mal. Et puis finalement, est-ce qu'on veut se diriger vers l'immortalité, vers la mort de la mort, en sachant qu'il y a une filière de Google, Calico, qui travaille déjà là-dessus. Les nouvelles technologies, c'est impressionnant, l'intelligence artificielle, tout ça, mais il ne faut pas non plus trop se laisser impressionner. Vous avez un algorithme de Google dans YouTube qui est capable de reconnaître un chat. C'est génial, mais vous tous ici, vous êtes capables de reconnaître bien plus qu'un chat. Il faut vraiment laisser chaque chose, il faut vraiment arriver à placer chaque chose dans son contexte. Et finalement, les nouvelles technologies, moi, je pense qu'elles doivent servir finalement à être capables de connecter l'humain à l'humain de façon plus importante. Alors, et le médecin dans tout ça ? Grande question. Moi, je ne pense pas du tout qu'il va disparaître. Je pense que son métier va s'adapter. La médecine, c'est une science et c'est un art. Et les nouvelles technologies, elles peuvent apporter beaucoup du côté de la science. Par exemple, si vous avez un patient qui a un cancer et vous devez lui prescrire une chimiothérapie. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Il y a tellement de choix, tellement de petits détails selon la génétique du patient, de la tumeur, etc., que pour le cerveau humain, c'est vraiment un casse-tête. Alors les nouvelles technologies, comme par exemple l'algorithme Watson d'IBM, pourraient être extrêmement utiles. Par contre, ce même patient qui a le cancer, j'espère que le diagnostic ne lui aura pas été annoncé par SMS ou par une nouvelle technologie. L'annonce d'un diagnostic grave, c'est quelque chose qui doit être fait par un médecin qui demande du temps, de la compassion et qui demande des compétences médicales pour être capable d'expliquer à chaque patient ce qui lui arrive de façon la plus adaptée possible. Donc pour moi, je pense que ça ne va pas du tout disparaître, mais par contre, il va y avoir effectivement beaucoup de transformations. Alors donc moi, je pense qu'il faut oser la santé. Le marché du quantified self, c'est sûr, il y a un retour sur investissement qui est assez rapide. Mais si on ose aller viser la petite mamie qui a Alzheimer plutôt que la Barbie, le marché à la clé, il est beaucoup plus gros. Et puis surtout, il y a tout un paquet de vies à sauver et à améliorer. Et pour que ça fonctionne, il faut tous travailler ensemble. Les ingénieurs, les soignants, les patients, les chercheurs et l'industrie pharmaceutique. De leur côté, les ingénieurs, ils vont devoir un petit peu s'éloigner de ce que Morozov appelle le solutionnisme et le technocentrisme, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, d'absolument vouloir l'adapter à tous les problèmes de la Terre.
il faut faire le chemin inverse. Il faut d'abord aller regarder quels sont les problèmes et ensuite réfléchir à la solution. Les soignants, de leur côté, et les chercheurs, ils vont devoir sortir de leur technophobie, en fait. Et ils vont devoir contribuer à développer ces outils, mais aussi à les tester, à les valider de façon scientifique et à accompagner les utilisateurs. Et puis, il ne faut pas oublier les patients, parce qu'au final, on ne peut pas assumer pour eux. Et puis, est-ce que ce n'est pas eux qui, finalement, adoptent les outils ou pas ? Donc moi, j'aimerais finir en vous disant que je pense qu'il y a énormément de nouveaux métiers à créer dans le domaine de la santé digitale. Et donc, s'il y en a que ça intéresse, foncez. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Parce que c'est quand même assez révolutionnaire ce qu'elle propose. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Du coup, dans ce que vous proposez, est-ce que c'est surtout une aide par rapport à la médicalisation, enfin aux médicaments que prennent les gens, ou ça va jusqu'au suivi chez eux, au magasin et à l'activité physique? Alors, ça va dans tous les domaines en fait. C'est-à-dire que le diagnostic, on peut avoir des algorithmes qui aident. Pour les médicaments, on peut ne serait-ce que mieux les évaluer. Aujourd'hui, les médicaments, ils sont évalués par des essais cliniques qui sont en fait faits par l'industrie pharmaceutique dans des populations très limitées. C'est-à-dire que pour voir comment ça marche, on inclut par exemple 500 patients et on regarde l'effet. Mais 500 patients, ce n'est pas la population générale. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant avec le smartphone et les objets connectés, c'est aller évaluer vraiment l'impact de ces médicaments, et pas que l'impact sur l'efficacité, l'impact sur la qualité de vie, sur des populations qui sont beaucoup plus importantes. Après, ça peut aussi aider au suivi. Comme on l'a vu, on peut mesurer des paramètres en fait, qui auparavant étaient uniquement mesurés lors de la consultation, parce que les patients n'avaient pas les objets. Ça, on va pouvoir le faire à domicile, on va pouvoir faire de la télémédecine, du télésuivi. Honnêtement, les applications, il y en a à tous les niveaux, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Merci Cécile. Merci. De toute façon, elle sera dans les rangs. Si vous avez envie de lui parler, elle est là. Maintenant,